Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, c'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi et surtout profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Tous en selle, le podcast qui te donne envie d'enfiler un casque et de partir seul ou à plusieurs à l'aventure. Ici, pas de chichi, pas de filtre, on parle vrai, on parle passion, on parle kilomètres. Des kilomètres qui font vibrer, mécanique, mais aussi un partage d'expérience. Que tu sois cycliste du dimanche, compétiteur, ultra-cycliste, vélo-taffeur ou tout simplement passionné du vélo et du deux roues, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi, respire profondément et prépare-toi à embarquer. Ici, on roule ensemble et on roule loin. C'est parti, toutes et tous en selle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Alors le podcast Tous en selle, un gros merci pour votre fidélité, les auditrices et auditeurs qui nous écoutaient depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Un grand merci pour votre fidélité. Et puis on va rentrer dans l'épisode du jour, à savoir tubeless chambre à air. On a toujours ce débat autour de ça, mais concrètement, quels sont les faits? Eh bien, la personne la mieux placée pour nous répondre, c'est JP. Salut JP. Salut Arnaud, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Bon, est-ce que tu te sens prêt à nous parler justement de tubeless? J'ai vu que tu étais venu équipé. J'aime le caoutchouc, tu sais. Voilà, tu aimes le caoutchouc, tu es venu équipé. Il n'y a pas que du caoutchouc, mais oui, je suis venu équipé parce que pour ceux qui auront la chance de voir l'épisode sur YouTube avec quelques images, exact. Je vais montrer un petit peu de produit parce que l'idée, c'est pas simplement de dire team tubeless, team chambre à air, comme on a déjà fait, comme ce qui anime beaucoup de débats encore, c'est qu'il y a un peu de subtilité. On va revenir sur les bases du tubeless, ce que ça implique, parce qu'après que les gens aient vendu pendant des années le tubeless comme étant la solution miraculeuse, sans parler de tout ce qui allait avec, notamment sur la compréhension du système, sa mise en œuvre, son entretien. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de choses terre à terre, voilà, comment ça fonctionne, quels sont les défauts, quelles sont les implications. Et puis, dans les chambres à air, tu vois... si je mets mon petit morceau de latex rose et mon petit morceau de latex vert ici, là sur la table, j'ai 3 matériaux différents et pourtant ces 3 technologies de chambre à air, elles ne fonctionnent pas de la même façon, elles n'offrent pas les mêmes avantages, elles n'ont pas les mêmes inconvénients, elles ne pèsent pas le même poids, donc je te propose qu'on détaille un petit peu tout ça. On va regarder tout ça, effectivement, comprendre les différences, identifier les bons choix. Mais si on parle des fondamentaux, moi je me souviens, et c'est aussi pour ça qu'on a prévu de faire cet épisode, c'est que lors d'un épisode précédent, tu m'avais dit, je constate que la chambre à air revient en force. J'ai eu tellement de demandes là-dessus, c'est très rigolo, cette phrase a déclenché pas mal de commentaires. Quel constat tu fais, toi? Moi, je dirige une marque qui s'appelle 211SIG. 211SIG fait des vélos, mais ma deuxième casquette, c'est que je suis distributeur pour une marque de pneumatiques qui s'appelle Runners depuis 10 ans maintenant, c'est la 10e année. Et cette marque a été leader du mouvement qui a reconduit à faire des pneus plus larges, de meilleure qualité, moins gonflés et beaucoup de tubeless. Donc au quotidien, je parle depuis 10 ans à des gens qui essayent le tubeless avec ce qui a évolué depuis 10 ans, c'est-à-dire est-ce que les jantes étaient adaptées, pas adaptées, enfin avec toute cette évolution. Donc j'ai accompagné énormément de gens qui sont passés de la chambre à air au pneu avec un montage tubeless. Et ce que j'évoque quand je dis j'ai un retour énorme de la chambre à air, c'est ce que moi je constate. J'ai pas la prétention de dire que c'est l'intégralité du marché qui fonctionne comme ça. Mais moi, je constate ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mes clients qui sont allés au tubeless et qui sont en train de revenir à la chambre à air. Il y a des gens qui ne sont pas du tout passés par le tubeless et qui ne veulent pas y aller. Pourquoi je constate ce retour? Parce que la chambre à air a évolué, a moins d'inconvénients qu'avant. Et parce qu'en fait, beaucoup de gens ont goûté au tubeless et ont pris de plein fouet tout ce qui va avec le tubeless et qui est beaucoup moins sympa que la promesse de ça roule mieux, ça a moins de résistance au roulement, c'est plus performant, ça coûte pas cher et tu crèves jamais. Ça, c'est pas la vérité. Tu parles d'inconvénients sur le tubeless, c'est la crevaison.
Alors, c'est l'entretien. Il me semble que c'est toi une fois. L'entretien, la saleté. En fait, il y a beaucoup d'inconvénients dans le tubeless et il y a aussi beaucoup de cas de mauvaise utilisation qui donc du coup conduisent à de la frustration ou à une mauvaise expérience. Il me semble que c'est toi une fois qui m'avait dit si tu n'es pas en mesure d'entretenir ton tubeless, il ne faut pas avoir de tubeless. Ah, moi je comprends pas des gens qui vont dans un magasin pour se faire démonter des pneus tubeless. Pour moi, c'est le meilleur moyen de se mettre dans une situation délicate. C'est-à-dire que si c'est pas toi qui veut du tubeless, il doit être capable de le poser. Pour moi, oui. Voilà, et de l'entretenir, parce que ça s'entretient. Mais je conçois, ça peut être une vision un peu extrême de la chose. Non, c'est aussi de comprendre. J'ai ma réputation d'avoir des avis tranchés. Si tu n'es pas capable de mettre en œuvre un pneu tubeless sur ton vélo, ne roule pas en tubeless. Mais si tu n'es pas capable de réparer une crevaison sur une chambre à air, ne fais pas de vélo. On connaît tous celui qui, quand il crève, il demande à son pote de réparer parce qu'il ne sait pas le faire. Moi, j'en connais. Ouais, il y en a peut-être encore moins qu'avant, mais il y en a peut-être, tu me diras après. Ouais, je te dirai après. Je te dirai après, ça va te faire sourire. Mais le tubeless, il y a un savoir-faire avec le tubeless. Et je dois dire qu'en tant que distributeur, j'ai même eu affaire à des gens... Désolé, chers confrères, mais j'ai des professionnels qui m'appellent en me disant « ça fonctionne pas, etc. » Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas appréhendé la bonne façon de faire. Mais n'hésitez pas en commentaire à nous mettre vos expériences avec un passage en tubeless, un retour en chambre à air. Moi, je vais donner mon expérience personnelle. J'ai tenté à 2 reprises de rouler sur du tubeless. La première fois, c'était une très mauvaise expérience, ce qui m'a fait revenir à la chambre à air pendant 3-4 ans. Je me suis dit, voilà, laisse tomber. Pourquoi ? Parce qu'il avait été mal monté. Tu vois, d'où l'importance de comprendre comment on monte. Voilà. Un vélo dont j'avais fait l'acquisition, je l'avais récupéré, il était en tubeless, c'était parfait. Première sortie, tous les 5 km, il fallait que je m'arrête de gonfler, quoi. Voilà, parce que mal monté, et donc tu rentres, tu te dis, bon, laisse tomber, j'avais passé toutes mes chambres à air. Donc du coup, je suis resté en chambre à air, j'ai repris des chambres à air, je suis resté en chambre à air. Et puis, j'ai trouvé un bon professionnel, à Lyon, magasin que tu équipes d'ailleurs en pneus. Oui. Voilà, qui est baroudeur, à qui on passe le bonjour. Qui m'ont bien monté mes tubeless. Donc j'ai équipé mes pneus, mes jantes de René Hers avec une section plus large que ce que je portais avant, que ce que j'avais avant, avec un tubeless bien monté. Et là, alors, le mélange tubeless, pneus plus large, bonne pression, j'avais l'impression de flotter sur la route en fait. Tu vois, c'était tellement confortable. Et j'ai eu des crevaisons qui se sont réparées avec le tubeless, donc le produit a fait effet. Et donc, j'en suis pour le moment resté au tubeless parce que c'est confortable. Tu crèves, tu n'es pas obligé de changer tout de suite, tu attends un petit peu que ton produit fasse effet. Alors, ça m'est arrivé où j'ai dû m'arrêter quelques kilomètres. Je te coupe tout de suite ou je te coupe après ? Tu peux y aller. Tu as dit le tubeless, c'est confortable. Le tubeless, c'est pas confortable. Le tubeless, c'est pas plus confortable que c'est la pression qui a fait que tu as trouvé... Peut-être que l'association de tout ça fait que j'ai trouvé ça très confortable. Il y a moins de frottement, effectivement, tu n'as pas le frottement entre ta chambre à air et ton pneu. J'ai trouvé ça très confortable, mais je pense qu'il faut effectivement comprendre comment ça fonctionne, comme tout ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire, comprenez quel vélo vous avez, la taille, la géométrie. Je t'ai interrompu parce que le tubeless, c'est confortable, c'est encore des choses que j'entends. Alors, la sensation de confort, elle vient de la pression la plupart du temps, et la pression, elle dépend du volume d'air et du poids du système. On va le répéter tellement. Mettez pause sur cet épisode. Il te reste de la place pour te faire tatouer quelque chose ou pas ? Mettez pause sur cet épisode. Ne revenez pas à 10 secondes, comme je vous l'ai dit, mais revenez à l'épisode il y a 4 semaines avec JP, parce que c'est toutes les 4 semaines. On a dit sur la section et donc la pression. Et donc, en fait, le type de montage, c'est-à-dire que tu sois en tubeless, en chambre à air, butyle, latex ou TPU, n'a pas d'influence sur la bonne pression pour toi et ton système. Par contre, le type de montage peut influer sur la pression minimale que tu peux utiliser ou pas, mais c'est différent. D'accord ? Donc la sensation de confort, elle vient du fait que tu as roulé à la bonne pression pour toi, pas du fait que tu étais en montage tubeless. Je le dis maintenant parce que je ne veux pas l'oublier, c'est encore trop présent dans le discours des gens, je suis en tubeless donc je baisse la pression. Non. Si tu as un certain poids de système et un certain volume d'air dans tes pneus... Donc la pression est la même, que ce soit un tubeless ou une chambre à air. Oui. Ok, alors maintenant, si on va dans avantage-inconvénient, on parle de montage-entretien. Tu vois, montage-entretien. Est-ce qu'on peut juste dire ce qu'est le tubeless pour Oui, les gens ? vas-y, bien sûr. Donc la chambre à air, vous connaissez, c'est un tube qui est dans un matériau. Aujourd'hui, il y a, on va dire, 3 grandes familles de matériaux. Le butyle, le caoutchouc, le latex... et le TPU. Le TPU qui est
un dérivé de polyuréthane. Ça, vous connaissez, c'est un composant finalement torique quand il est mis en forme. Voilà, un tube qui se referme sur lui-même, un anneau qu'on remplit d'air et qui vient mettre en forme le pneu sur sa roue. Ça, c'est la chambre à air. Tube. En anglais, une chambre à air s'appelle un tube. D'accord ? Voilà. Le tubeless, sans tube, ça veut dire qu'on utilise un système de montage du pneu sur sa jante sans avoir recours à ce fameux tube ou à cette fameuse chambre à air. C'est ce qui compose la plupart, l'énorme majorité des pneus de voiture, des pneus de moto en partie, des pneus de camion, etc. Sauf que on est dans un monde différent dans le vélo. Dans votre voiture, vous mettez un pneu qui a une carcasse extrêmement rigide en forme sur sa jante, vous mettez de la pression d'air, tout ça est étanche. L'interface entre la tringle des pneus de votre voiture et la jante est étanche. Vous n'avez pas besoin de liquide préventif. C'est un très mauvais nom, liquide préventif, mais je vais y revenir. Dans le monde du vélo, dans la moto, c'est pareil. Quand vous avez un pneu tubeless, à l'opposé du pneu tube type, c'est que vous avez un montage où l'interface entre votre jante et votre pneu est étanche. Vous mettez juste de l'air et le pneu se tient. Dans le vélo, on utilise non pas du tubeless, mais du tubeless compatible. Alors, oui, il a existé sur le marché, il existe encore des combinaisons de roues-pneus qui sont réputées étanches sans produit. Ça existe, mais ce n'est pas la majorité, donc je vais exclure de l'épisode d'aujourd'hui ce type de montage. Donc nous, on parle de tubeless compatible. Ça veut dire que pour être tubeless compatible, vous avez une jante, un pneu, dont les tringles et l'interface sont spécifiquement étudiés pour qu'ils se bloquent. On a entendu parler de roues hookless ou hooked, avec ou sans crochet. Dans l'ancien monde, dans les pneus à chambre à air, on a des jantes normalement à crochet. Dans le tubeless, très vite, pour des simplifications de fabrication avant tout, on a fait des jantes sans crochet et on venait utiliser la forme de la jante et la pression pour bloquer la tringle du pneu dans la roue. Bloquer, quand tu dis, c'est le fameux... C'est un verrouillage, c'est le claque. C'est le Donc aujourd'hui, sur le marché... Pour pas avoir aussi de voile... Aujourd'hui, sur le marché, tout ça coexiste avec de multiples combinaisons possibles, c'est-à-dire des pneus à chambre à air avec des jantes sans crochet, des pneus à chambre à air avec des jantes avec crochet, des pneus tubeless avec des jantes sans crochet ou avec crochet. Tout ça cohabite. Mais l'essentiel du pneu, du système tubeless, c'est que vous avez besoin, pour que votre système fonctionne, d'un liquide qu'on appelle préventif parce qu'il est censé prévenir les crevaisons. Encore une fois, quand je le dis, ça n'a pas de sens, mais en fait, il est censé venir reboucher les crevaisons que vous allez subir, parce que quand on roule à vélo, on subit des crevaisons au bout d'un moment. L'aléa, c'est la route, c'est pas le pneu et votre montage, c'est la plupart du temps la route. Il y a des objets, les objets viennent crever votre pneu et vous avez ce liquide qui peut réparer. Donc c'est un liquide qui répare les crevaisons, mais dans le cadre d'un système de tubeless compatible, il fait autre chose. Il assure l'étanchéité. Donc c'est des liquides souvent à base de latex. Donc c'est un liquide composite, puisqu'il y a une partie de liquide et il y a une charge solide. Là, on ne le verra pas, mais quand on le secoue, c'est pour ça qu'il faut toujours secouer. C'est un peu comme l'orangina. Mais surtout, vous ne le buvez pas, vous le mettez dans votre pneu. Les parties solides, en fait, elles vont représenter une charge qui va permettre à ce liquide, lorsqu'il sèche au contact de l'air, de créer un bouchon qui va reboucher un trou. Mais aussi, quand vous le mettez dans votre pneu la première fois, il va être utile à sceller l'interface entre la tringle de votre pneu et votre jante pour que ça soit étanche. Il va aussi faire ça à un autre endroit, c'est autour de votre valve tubeless, dans le trou qui est dans la jante. Ce que j'ai dans ma main gauche, c'est de l'adhésif. Avant, on appelait ça un fond de jante, c'était en tissu. Maintenant, c'est un adhésif qui est partiellement extensible et qu'on va venir coller sur la jante par-dessus les trous. Donc sur le fond de jante, ça remplace le fond de jante. Ça remplace le fond de jante. Là, il n'y a plus rien. C'est un fond de jante adhésif, voilà. C'est un fond de jante adhésif qu'on vient coller et qui va être une interface d'étanchéité aussi. Parce que votre roue, quand vous regardez à l'intérieur, il y a des trous pour aller mettre les écrous de rayon. Donc un système tubeless standard a besoin d'un adhésif fond de jante étanche, très souvent négligé dans l'entretien, mais qu'on a vite fait détériorer en changeant les pneus, en mettant un coup de démonte-pneu, etc., d'un pneu tubeless compatible et d'un liquide d'étanchéité, c'est comme ça que moi je l'appelle, qui, au-delà de garantir l'étanchéité du système, va permettre de réparer quelques crevaisons. Okay. Donc, pour monter le tubeless,
tu as ta jante, tu mets un fond de jante étanche. Tu montes ton pneu, voilà. Tu le fais claquer et après tu mets ton... Alors oui, ça c'est la technique de... il faut absolument que je refasse une vidéo sur ce thème-là. Il y a une vidéo très ancienne, de très mauvaise qualité, mais où l'essentiel de la façon de procéder est détaillé sur la chaîne YouTube de 211 Cycles. J'en referai une, promis, avec des moyens un peu plus sympas. Mais oui, moi je monte le pneu à sec, je le fais claquer à sec. Donc le faire claquer, ça veut dire je mets en place les tringles dans leur logement sur la jante à sec, en mettant de la pression d'air. Si vous ne les faites pas claquer, au premier roulage, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme une bosse sur le pneu. C'est impossible, de toute façon, ce ne sera pas étanche. Et on fait claquer en enlevant l'obus. Vous voyez, dans cette valve ici, j'ai enlevé l'obus avec un démonte obus. Voilà, on vient enlever l'obus pour permettre à plus d'air de passer d'un coup et mettre une grande pression d'un coup pour venir faire en sorte que les tringles viennent se plaquer sur les côtés de la jante. C'est une bonne astuce de démonter l'obus. Je ne connaissais pas, moi. C'est quasiment indispensable. Tu n'as pas regardé les vidéos. Écoute, mais ouais, c'est une bonne astuce. Alors que pour monter une chambre à air, oui, on met la chambre à air. Alors, il y a des gens qui font, et notamment dans le monde du VTT, vous avez des pneus beaucoup plus massifs qui sont, eux, déjà quasi étanches sans liquide, et où le liquide va être là plus qu'en protection à crevaison. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même besoin du liquide pour assurer vraiment une étanchéité parfaite. C'est très facile, avant de fermer son pneu, verser du liquide directement dans le fond du pneu, l'intégrer. C'est toujours un peu plus sale, parce que fatalement, on en met sur le bord de la jante, etc. Moi, je préfère mettre en place à sec pour vérifier qu'on est tout bien en place, et ensuite, par la valve, en enlevant le but, introduire du liquide. Une petite aparté, cet adhésif, là, ce fond de jante étanche tubeless, il y a quand même sur le marché quelques fabricants de roues. Alors, on va citer Mavic, qui notamment avait des roues alu mais aussi carbone, où il n'y a pas de fond de jante, puisque le système d'accroche des rayons se fait d'une manière propriétaire, et donc le fond de jante est lisse. Le seul trou qui existe dans le fond de jante, c'est la valve. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de fond de jante. C'est une tendance... Il y aura 2 tendances sur les roues tubeless l'année prochaine. Ça sera des jantes sans trou de rayon. Un fond plat, quoi. Un fond plat. Ouais. Donc, on va pouvoir s'exonérer de l'utilisation de scotch. Et je vous annonce le retour des crochets aussi. Mais c'est un autre sujet. Mais les crochets reviennent. J'aime bien tes effets d'annonce. Il y a quelques temps, tu m'avais dit la chambre, elle revient, on fera un épisode. Allez, voilà, donc on fera un épisode crochet, ça sera super sympa. Donc le fond de jante va peut-être disparaître. C'est un souci pour les monteurs de roues, parce qu'ils n'ont plus qu'un trou, ils doivent passer tous leurs petits écrous par le trou de la valve, l'amener avec un aimant dans son logement, parce que c'est double paroi, une jante, hein, pour qui c'est pas complètement clair, une jante est creuse, elle a une paroi extérieure qui est celle sur laquelle vous allez monter votre pneu, une paroi intérieure que vous voyez de l'extérieur. C'est comme le pouce gauche, il est sur la main droite, mais bref, il est à gauche sur la main droite. Mais voilà, vous avez un creux, et donc c'est là que viennent les têtes de rayon ou les écrous. Et maintenant, quand on a une jante à fond plat, la plupart du temps, on va passer ces écrous par l'intérieur du trou de valve. Et en fait, en dehors de casser un rayon, vous n'avez pas à y toucher à ça. Et ça permet d'avoir un fond plat. La valve qui va se loger, la valve tubeless, elle a une petite collerette en caoutchouc qui vient avec le liquide également assurer l'étanchéité. Donc ça, c'est les tendances. Parce que en fait, le fond de jante, c'est souvent quelque chose de négligé. C'est souvent mal posé, trop souvent mal posé. Et c'est souvent pas entretenu. Si vous faites le choix d'un système tubeless, ce à quoi vous vous exposez, c'est un entretien que je recommande biannuel, à minima annuel. Dans les faits, personne ne le fait jamais. Sauf ça voudrait dire qu'un entretien annuel, ça voudrait dire que... Moi, à minimum, je conseille aux gens qui ont un système tubeless avec scotch. Non, moi je dis annuel. Je recommande, parce que le kilométrage, en fait, c'est trop aléatoire. Il y a des gens qui ne savent pas le nombre de kilomètres qu'ils font. La date de votre anniversaire, vous démontez votre pneu, vous enlevez tout le préventif, vous arrachez le scotch, vous nettoyez votre jante, vous la séchez, vous refaites un scotch neuf. Moi, c'est ma recommandation. Biannuel pour les gros rouleurs,
annuel à minima. Et si vous n'êtes pas annuel, vous plaignez pas si ça tient pas bien, c'est normal. Que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou traverser la ville, tu peux tester et personnaliser ton vélo avec des experts et des professionnels cyclables dans 83 magasins en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est tout simplement plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout plus d'aventures. Et est-ce qu'on peut dire, toujours dans les différences entre la chambre à air et le tubeless, est-ce que le tubeless a un rendement plus... est-ce que ça rend le pneu avec un rendement plus important ou pas ? Alors, un pneu qui aurait une étanchéité tubeless, sans liquide, aurait en théorie un rendement supérieur au reste, puisque tout ce qu'on ajoute entre le pneu et la jante ajoute de la résistance au roulement. Si on peut avoir un pneu comme juste monté sur sa roue, il se met en place, ça reste étanche, en théorie, c'est ce qui représente le moins de résistance au roulement. Dans les faits, ça n'existe pas, puisque c'est pas étanche. Si on veut faire un test et biaisé, on va mettre juste assez de liquide pour que l'interface soit étanche, et qu'il n'y ait donc pas de liquide qui reste, puisque le liquide il va tapisser votre carcasse de pneus. On a ici des pneus sous la main. En fait, à la première monte, c'est pour ça que la première monte en tubeless, c'est souvent la plus importante, puisque vous allez nos mamies diraient qu'elles vont culotter une casserole, et en fait, vous allez un peu culotter un pneu au premier montage. C'est pour ça qu'il faut adapter son liquide à la qualité de son pneu. Un pneu beaucoup plus fin et plus léger va certainement boire un peu plus de liquide. Il va avoir besoin vraiment de se culotter pour gagner son étanchéité. Et donc, on va venir répartir ça. Le pneu va manger ou boire un petit peu de liquide. Si vous faites juste ça, je vais donner des chiffres, même si je vais être attaqué sur les chiffres, mais grosso modo, on va dire qu'un pneu de route aujourd'hui, comme un 31 comme ça, vous avez plein de gens qui vont vous dire oui, tu mets 30 à 40 ml de liquide, ça fonctionne pas, hein. Ça a arrêté de faire ça, ça va être mangé par le pneu. Et puis après, alors il sera étanche, vous aurez le rendement, qui est un gros mot pour moi, vous aurez moins de résistance au roulement parce que vous n'avez pas de balourd de ce liquide qui va se promener dans votre pneu. Au niveau de la crevaison. Mais au niveau de la crevaison, vous crèverez. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liquide pour venir boucher le trou. D'anti-crevaison, justement. Voilà. Okay. Très sincèrement, je vais essayer de donner des grands chiffres, mais en tout cas pour ce qui concerne mes recommandations, vous pouvez aussi trouver ça sur mon site internet, il y a plein de détails techniques, mais sur un pneu, on va dire de toute façon, moi je ne conseille pas de montage tubeless en dessous de 32 mm, en dessous de 31 mm. Ça, c'est voilà. Pas de montage je vais le dire pourquoi. Je ne recommande pas, je ne dis pas que c'est impossible. Oui. Je ne recommande pas, mais je vais dire pourquoi. Mais grosso modo, un pneu de 30 à 35 mm, au premier montage, si vous n'avez pas mis 70-80 ml de préventif de liquide, vous ne donnez pas les chances que tout fonctionne bien. Et puis, en fonction des conditions d'hygrométrie, du lieu de stockage de votre vélo, en fonction de votre pratique, etc., il est bon de vérifier qu'il vous reste du préventif tous les 2-3 mois. Comment vous faites ? Vous pouvez prendre la roue de votre vélo à l'arrêt, avant qu'elle ait tourné, vous la secouez, vous entendez ploc-ploc. Vous avez des chances que ça répare une crevaison. Vous n'entendez pas ploc-ploc. Vous avez des chances d'être sur le bord de la route et de mettre une chambre à air. Je fais simple. Sur un pneu de 35 à 45, si vous ne mettez pas 110 ml, plus, si on augmente au-dessus de 45 ou quoi, de liquide préventif dans votre premier montage, vous ne vous donnez pas de grandes chances que le montage soit de qualité. Bien sûr, la valve, c'est important et le fond de jante, c'est important. Petit conseil pratique, quand vous mettez un fond de jante étanche, type adhésif comme ça, le trou de la valve, essayez de le faire avec un objet chauffé, type la pointe d'un fer à souder ou une pointe de tournevis chauffée, plutôt que de mettre un coup de cutter. C'est un adhésif qui est installé sous tension, vous mettez un coup de cutter, vous créez une brèche et vous avez toutes les chances que très rapidement, en fait, l'étanchéité autour de la collerette en caoutchouc de la valve se dégrade et vous n'ayez plus d'étanchéité. Vous allez perdre de la pression et ça va être un inconfort d'utilisation. Voilà à peu près. Donc, pourquoi tu disais en dessous de 32 ? Alors attends, je finis. Donc ta question, en théorie, un pneu qui serait étanche sans liquide, c'est la meilleure performance. Okay. Mais c'est de la théorie. Ça n'a pas d'intérêt si tu mets pas de liquide. Un pneu
de 32 avec 80 ml de liquide dedans pour que ça puisse faire le job en cas de crevaison, etc., a une résistance au roulement. Moi, je dis pas rendement, c'est un gros mot dans mon vocabulaire. D'ailleurs, tout le monde dit rendement sans savoir ce que c'est. Le rendement, c'est un chiffre tout simple, c'est un rapport entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc, beaucoup de gens... Le pneu, il a du rendement, ça veut rien dire. Il a un rendement de 2, il a un rendement de 3, il a un rendement de 4, ça veut pas dire grand-chose. Donc, je n'emploie pas ce mot-là à dessein. Mais un pneu de 32 avec 80 ml de liquide a une résistance au roulement à peu près équivalente à un pneu de 32 avec une chambre à air en butyl dedans. Ouais. Ok, voilà. Les résistances au roulement les plus faibles aujourd'hui, donc ça serait en théorie un pneu sans rien du tout dedans, sans liquide, mais ça n'existe pas dans la vie réelle. Sinon, maintenant, ce sont les chambres à air en latex ou en TPU dont on va parler juste après. Ouais. Mais voilà, le tubeless, l'avantage du tubeless, c'est sa capacité à réparer certaines crevaisons. Pourquoi je ne recommande pas des petites sections ? Parce que quand vous êtes à forte pression, quand vous faites un trou dans un système qui est très pressurisé avec à l'intérieur un liquide, vous faites un trou, qu'est-ce qui se passe ? Le liquide est propulsé. Plus la pression est importante, plus il est propulsé à grande vitesse. Plus il est propulsé à grande vitesse, moins il a le temps de sécher pour boucher le trou. Plus il est propulsé à grosse vitesse, plus le jet de liquide potentiellement va aller loin, donc atteindre votre équipement, vélo, fringues, etc. Et en général, les gens qui mettent des petites sections roulent avec des pressions fortes. Et comme ils sont omnubilés par, attention, ça va sortir de ma bouche, le rendement, j'avais dit que je le dirais pas, mais je le dis, ils vont mettre pas trop de liquide, parce que sinon, attention, ils vont être collés. Et donc, pas beaucoup de liquide projeté à grande vitesse, chance de réparation de la crevaison, néant. Et est-ce qu'on crève plus avec un tubeless ? Non. Qu'avec une chambre à air ? Non, la crevaison, mais c'est... ni plus ni moins. Non, la crevaison, c'est pas le système de montage, okay. C'est un objet qui traverse ton pneu. C'est ça, une crevaison. Par contre, est-ce que l'objet sur la route, il voit si tu es en tubeless ou en chambre à air ? Non. Par contre, le tubeless, si tu as mis le bon produit, si t'es bien équipé, tu n'auras pas à changer. Ça va se normalement, ça va se réparer. Il y a des chances que ça se répare. C'est une potentialité. Ça marche pas tout le temps. Si tu n'as plus assez de liquide, si ton liquide est vieux, s'il n'est pas de bonne qualité, si le trou est trop gros, etc. Ouais. Voilà. Donc, l'optimum du tubeless, c'est quand même un pneu plutôt large, à basse pression. C'est dans ces cas-là que ça fonctionne le mieux. Pour finir sur le tubeless, donc la promesse, c'est de réparer des crevaisons, et l'autre promesse, c'est de pouvoir rouler à plus basse pression. D'où ça vient cette histoire qui s'est trop vite transformée en « je suis en tubeless, donc je baisse la pression », c'est que l'inconvénient d'une chambre à air, par exemple en butyl, quand on roule à basse pression, c'est qu'on peut avoir des crevaisons non pas par objet qui transperce, mais par pincement. Ouais. Le pincement, c'est quand cette chambre à air qui est gonflée, sur un choc, elle va être prise... Un nid de poule, par exemple, un trottoir, voilà, un nid de poule. Elle va être prise en sandwich, en tenaille. Moi, j'aime bien la tenaille, c'est la grande vadrouille, tu sais. Elle va être compressée, et en fait, elle va se pincer, elle va être mordue, en fait, finalement, et pouf, et ça va faire un trou. Donc... Pourquoi des fois on peut avoir recours à conseiller le tubeless ? Je te fais rouler sur un pneu de 700 par 55. La pression optimale qui est calculée en fonction du volume d'air que peut contenir ce pneu et du poids du système, c'est-à-dire Arnaud, son vélo, ses bagages, etc., va me dire 1,5 bar. À 1,5 bar, si je te fais rouler en chambre à air, il y a de grandes chances qu'au premier nid de poule, tu pinces ta chambre à air. Tout ça modulo, est-ce que j'ai une jante avec un bord large, avec un crochet, pas de crochet, etc. Tout ça, ça peut changer. Mais c'est cette potentialité dont on parle. Donc à ce moment-là, je vais dire à 1,5 bar, je te conseille d'utiliser le tubeless parce que tu auras tous les avantages du tubeless. À 1,5 bar, il y a peu de chances que ton liquide s'en aille facilement. Il y a peu de chances que tu aies des problèmes d'étanchéité et il y a des chances que tu répares tes crevaisons. Et en plus, tu t'exonéreras du risque de crevaison par pincement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si la pression optimale pour ton utilisation est très basse, tu as intérêt à passer sur un système tubeless parce que tu t'enlèveras le risque de crevaison par pincement. Mais c'est pas parce que tu roules en tubeless que tu dois baisser ta pression. Ouais, okay. C'est clair ?
Ouais, non, c'est intéressant, ça répond à beaucoup de questions. Et la dernière fois, justement, tu me disais, il y a un retour de la chambre à air. Et donc, ce système dont tu me parlais, TPU, explique-nous aux gens qui de découvrent, TPU qui ou ne connaissent de, pas. voilà, Ou qui... donc il y a un retour de la chambre à air, voilà, parce que plein de gens se sont dit ouais, mais moi finalement j'ai 4 vélos, donc il y en a un, je l'utilise que 10 fois par an, à chaque fois que je le prends, bah, c'est plus étanche, le tubeless, bah oui, parce que tu n'as pas fait l'entretien, parce que ton produit s'est évaporé ou asséché. Il y a des gens qui n'ont pas de maison ou de garage ou de parking. Et dans un couple, c'est un sujet de discorde. Quand tu fais un montage tubeless dans le salon et que par mégarde, ta pompe indique 3 bars alors que tu es déjà à 5 bars et que c'est soirée latex, c'est pas toujours... voilà, c'est très compliqué. Les tapis et les canapés, ça se rattrape moyen. La tenue Rafa, dernier cri, se rattrape moyennement avec du liquide préventif si c'est pas nettoyé tout de suite. Donc il y a eu plein d'inconvénients... à côté ou d'entretien ou le fait ça marche pas, ça perd parce que je sais pas faire le fond de jante ou parce que je l'entretiens pas assez. Donc il y a plein de gens qui se sont dit ok, finalement c'est pas pour moi, le rapport entre le bénéfice et l'implication que je dois avoir n'est pas bon pour moi, je reviens à la chambre à air. La chambre à air qu'on connaît tous, c'est ça, c'est le butyl, ce matériau noir qu'on appelait caoutchouc, etc. Il y en a plein de formes, d'épaisseurs différentes, mais grosso modo elles rendent tous à peu près le même service. Elles sont relativement lourdes en fonction de ce qui compose exactement le butyl, en fonction de l'épaisseur. Il y en a comme celle-ci que j'ai dans les mains, je donne quand même quelques pointeurs et quelques marques. C'est une marque française, Michelin, c'est une Michelin Airstop. Donc elles ont une certaine capacité à se réparer les crevaisons. Il faut savoir que grosso modo, si on fait des stades de crevaison, la crevaison qu'on a le plus souvent, dont on souffre le plus souvent, c'est l'épine ou le petit bout de verre. C'est quelque chose d'assez fin. Donc qui va venir perforer. Ce type de chambre à air a la capacité de réparer ça. Donc en fait, tu t'en rends pas souvent compte. Tu as une petite perte, voilà. Mais c'est lourd. Ça a une résistance au roulement assez importante. Ça prend de la place quand tu veux. Voilà. C'est pas cher, par contre. Ça, on est en train de parler de 5 €. Ça, c'est l'état de l'art dans tous les vélos de ville, dans tout le vélo électrique. Vous avez quasiment tout le temps ça. Il y a plein de manufacturiers différents avec des promesses différentes. Il y a plein de sections. On adapte toujours la section de la chambre à air à sa section de pneus, même s'il y a des chambres à air, même s'il y a des cas de recouvrement, évidemment. Mais voilà, ça, c'est ce que tout le monde connaît. Donc ça roule, ça a la même pénalité que du liquide préventif en quantité suffisante dans une roue. La résistance au roulement des deux systèmes, elle est équivalente. Et puis, je vois que tu as des chambres à air. Moi voilà, colorées, justement, et je vois beaucoup de personnes, en tout cas de plus en plus, peut-être que c'est une recherche de gain de place, peut-être que c'est une recherche de gain de poids, avec des chambres à air orange. Est-ce que c'est... Alors, les oranges, ça va être du TPU, on va en parler. Enfin, les oranges, c'est une marque en particulier. C'est ça, c'est une marque en particulier. Mais on va voir que la couleur... Très fine. La couleur, autant on a parlé dans l'épisode sur les pneus des couleurs qui n'avaient pas une grande importance, c'était vraiment de la colorimétrie, autant sur le... Ça a une importance sur la chambre à air ? Ouais, sur le TPU, en tout cas, ça va avoir une importance. Sur le latex, ça n'en a pas. Là, j'ai deux latex avec deux couleurs différentes. Voilà. Donc ça, en termes de performance pure et de résistance au roulement, jusqu'à encore il y a quelques années ou quelques mois, c'était le summum. C'est-à-dire que comme tu ne peux pas rouler en tubeless suppréventif, ce qui serait en théorie la meilleure performance, c'est le latex. Pourquoi ? Parce que c'est le matériau qui a l'hystérésis le plus bas, donc qui consomme le moins d'énergie en se déformant. Donc chambre à air, latex. Latex, c'est relativement léger, c'est très extensible. Par contre, c'est un peu poreux. Oui, effectivement. D'accord ? C'est un peu poreux, ça veut dire que grosso modo, pour faire de la longue distance, à moins que tu sois adepte du pompage, c'est un peu problématique parce qu'il va falloir regonfler tous les jours pour être à la bonne pression. D'accord ? Mais en termes de performance, c'est très bien. C'est un matériau qui se déforme très facilement et qui a des limites élastiques très larges. Donc, tu peux prendre les deux. Tu constates. L'effort pour déformer ça est bien plus important que l'effort pour déformer ça. Tiens, l'effort, c'est de l'énergie. Si c'est plus facile de déformer ça, il y a de grandes chances que du coup ça consomme moins d'énergie quand ça se déforme. L'hystérésis, finalement, avec du bon sens, on arrive à expliquer les choses. Ça, c'est le summum en termes de performance. Mais il y a un inconvénient pour les gens, c'est cher, plus cher que le butyl. Là, on était sur 5 €. Là, alors, c'est pas les mêmes sections, mais j'ai fait avec ce que j'avais tout de suite. Mais
Grosso modo, à section équivalente, on va être sur 5-6 euros un butyl de bonne qualité et on est plus facilement sur 30 euros ou plus sur une latex. Ça dépend des marques, ça dépend. Il y a aussi des manufacturiers qui ont essayé d'ajouter dans la composition du latex du graphène ou des choses comme ça pour essayer d'améliorer l'étanchéité et donc de diminuer la porosité, de garder l'air plus longtemps. Et puis, il y a quelques années, les fameuses chambres à air Orange, dont je ne citerai pas la marque par choix, je revendique, parce que c'est une marque qui n'a jamais atteint la commercialisation chez moi, en tout cas, parce que, grosso modo, un taux d'échec trop important. Mais ce sont des chambres à air TPU. Ils ont choisi la couleur, certainement pour se démarquer. Tu as vu, ça a très bien fonctionné, parce que tu as parlé des chambres à air Orange. Non, mais bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Le problème, c'est que cette couleur orange a dégradé la qualité du matériau, entre guillemets. Donc voilà. Donc comme quoi, là on a un TPU, une chambre à air TPU, dans sa couleur naturelle, transparente. C'est là que le matériau conserve ses meilleures caractéristiques. Donc ce fabricant ici, qui s'appelle Reners, qui est le fabricant des pneus qui sont sur la table aussi. Alors, c'est la marque Reners. Les chambres à air ne sont pas fabriquées par Reners, elles sont fabriquées par une société allemande et c'est pas un secret. Donc le TPU, qui est arrivé sur le marché principalement avec cette marque qui fait des chambres à air Orange, a été vanté comme étant un matériau extra léger. Tu as pu le constater, oui, là, t'as vu ? Non, mais là-dessus, c'est clair. D'accord. Extra léger, résistant à la crevaison parce que il peut se déformer. Alors, il a une déformation élastique très différente. Si je tirais là, je le casserais, alors que j'aurais du mal à casser le latex. Mais par contre, il a une déformation plastique, ce qui n'est pas très grave, parce qu'une fois qu'il est dans son pneu, il prend la taille du pneu, voilà. Posé, mais qui peut impliquer une certaine mise en garde quand on met en œuvre le produit. Mais c'est extrêmement léger. C'est la plupart du temps plus léger que le latex. Ça garde mieux l'air. Et c'est arrivé avec des prix très chers. Et au début, sur les premiers tests et avec les premières propositions des fabricants, on avait des résistances au roulement qui allaient se situer, encore une fois, à section égale, à pression égale, dans les conditions égales, entre le butyl et le latex, entre les deux. Plutôt côté latex, mais du coup, on disait, bah non, si tu veux la perf, c'est le latex. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. Les meilleures chambres à air TPU, alors là, les gammes de prix des chambres à air TPU, c'est pareil, on est entre 30 et 45 euros en fonction des fabricants. La dernière fois, je me souviens que malgré le prix, tu constatais tout en tant que professionnel que les gens... les gens revenaient à ça parce que c'est simple, ils savent réparer une chambre à air. Donc c'est un matériau particulier, mais ça se répare avec des rustines. Alors voilà, c'est une question sur ça. Facilité de réparation. Là, on a expliqué le tubeless tout à l'heure. Toutes les chambres à air se réparent majoritairement avec des rustines. Moi, je te pose la question, je sors dans des groupes aujourd'hui sur Lyon et ailleurs, est-ce que je constate, c'est quand ça crève, il remplace. On remplace. Ouais. Je vois pas de rustine en fait. Alors parce que sur une chambre à air butyl, pour remplacer, on est sur un process quasi de vulcanisation, c'est-à-dire que tu vas prendre un petit papier de verre, tu vas gratter pour t'assurer que ça soit dépollué, et tu vas mettre une colle spécifique et tu vas attendre en pression le temps que ça tienne. Ok ? Sur une chambre à air en latex, on utilise souvent des chambres à air des rustines autocollantes, mais qui nécessitent aussi que la surface soit propre, mais ça fonctionne. Donc tu nettoies ta surface, tu identifies là où tu as crevé, tu mets ta rustine autocollante. Après, on peut réparer du butyl avec de la rustine autocollante, mais souvent la rustine autocollante sur le butyl qui est plus rugueux, etc., elle va te ramener chez toi, elle va pas forcément tenir dans le temps. Donc c'est mieux de faire une réparation de chambre à air butyl. Donc il y a plein de gens qui échangent la chambre et qui éventuellement... sur la maison, réparent. Voilà. Ouais. Le TPU, c'est de la rustine autocollante aussi. D'accord, mais juste avec une petite lingette alcoolique pour dégraisser, ça colle très bien et c'est une réparation durable. Et au niveau rustine, est-ce qu'on a évolué ? Je veux dire, est-ce que la rustine, c'est toujours... soit de l'autocollant, soit de la rustine vulcanisation pour le butyl. Pour tout le reste, c'est de l'autocollant. L'autocollant marche très bien, moins bien sur le butyl parce que ça demande un plus gros nettoyage, mais sur le reste, sur le TPU et le latex, ça fonctionne très bien. Maintenant, le latex, il a des performances en termes de résistance au roulement identiques. Le TPU a des performances de résistance au roulement aussi faibles que le latex désormais. D'accord ? Et maintenant, les meilleures marques qui vendent du TPU, non seulement elles ont une résistance au roulement très faible, mais aussi elles ont une résistance à la crevaison améliorée. Les Orange et les autres que tu trouves aussi à bas coût sur Internet, pour être pas chères, elles mettent peu de matériaux. Donc elles sont très légères,
pour les gens qui sont adeptes des poids très légers, ils sont contents, ils achètent une chambre à air, elle coûte pas cher, elle est très légère. L'épaisseur fait qu'elle est moins résistante à la crevaison. Maintenant, les marques qui s'engagent dans quelque chose d'un peu plus durable et une autre vision de la performance ont légèrement même augmenté l'épaisseur de TPU pour rester dans des poids qui sont très bas, inférieurs au latex, mais garantir une meilleure résistance à la crevaison. Et il y a quelques inconvénients, puisque chaque matériau, l'inconvénient du latex, on a dit, c'est sa porosité. Le TPU, il peut être un peu fragile dans les mises en œuvre. Il peut craindre les températures. Donc, on ne gonfle pas une chambre à air TPU avec du CO2, par exemple, parce que la décharge de froid, le changement de température extrême peut fragiliser, voire modifier le matériau. Les TPU des débuts avaient des corps de valve en plastique qui se détérioraient tout le temps. Tu ouvrais une chambre à air, elle n'était déjà pas propre à l'emploi. La jonction du corps de valve et du tube en TPU est très importante. Donc il y a des marques, dont celle que je tiens ici, a vraiment travaillé le sujet. Ça se voit, hein. On est sur du corps en métal, ça se voit. on est sur un obus démontable, et c'est là que je vais faire ma super transition après. Donc l'obus, c'est ça. D'accord, il est démontable avec un démonte-obus. Et maintenant, pourquoi j'ai encore plus qu'avant de retour à la chambre à air ? Parce qu'il y a éventuellement un truc qui s'appelle le meilleur des deux mondes. Tu y mets. L'avantage du tubeless, c'est de se dire que j'ai une crevaison, mais elle se répare toute seule, je n'ai pas à démonter ma roue. D'accord ? Et bien maintenant, quelques fabricants de chambres à air TPU ont mis au point un liquide de réparation de la crevaison ou un liquide préventif. Parce que si on le met avant, il est préventif. Mais en fait, il est là pour réparer une crevaison. Et ce liquide ne va plus dans le pneu, il va dans la chambre à air. C'est beaucoup plus propre et c'est moins exposé à l'air, donc ça dure un peu plus longtemps. Et là, t'es en circuit fermé, deux stratégies. Ouais. Celle que moi je conseille, on prend une chambre à air TPU pour son poids et ses performances. On roule la chambre à air sans liquide dedans. Donc on obtient la résistance au roulement le plus faible. On crève. Ah, j'ai crevé. Je vois que la pression baisse dans mon pneu, j'ai crevé. Je ne démonte pas ma roue, je démonte mon obus. Bon, en l'occurrence, ici, on a un fabricant qui s'est dit, je vais, dans le petit liquide dans la petite bouteille, j'inclus un démonte-obus. Je viens démonter mon obus. J'ai ici un format adapté. J'injecte du liquide, je regonfle, le liquide répare la chambre à air, je repars, j'ai pas démonté ma roue. Alors, il faut se trimballer avec ça. Ça, c'est une stratégie. C'est celle que je conseille parce que tant qu'on ne crève pas, on profite de la chambre à air avec son maximum de performance. Tu peux pas le mettre... Et tu peux opter pour l'autre stratégie, c'est-à-dire je mets ma chambre à air neuve et je mets directement du liquide dedans. Et, puis et j'ai comme un système, pas tubeless, mais j'ai un système de réparation intégré. Alors, est-ce que le TPU ne serait pas le meilleur des deux mondes, en fait ? Pour moi, en tout cas pour plein de pratiquants et pour plein de cas, mais je ne vais pas tous les lister parce que c'est ça aussi le rôle du conseil, c'est de s'adapter à son client. Aujourd'hui, c'est une réponse extrêmement pertinente à plein de situations. Maintenant, si tu fais une pratique globalement que gravel avec des gros pneus larges 45, tu roules à des pressions inférieures à 2.5 voire 3 bars et que le tubeless te va bien et que tu le maîtrises, continue de rouler en tubeless. Tu as une pratique de route. Moi, la route, pour moi, aujourd'hui, c'est 100% chambre à air TPU. Très clairement. Avec ça, dans la sacoche. Bien sûr. Pas dedans. Pas dans la sacoche. Okay. Mais c'est un parti pris de ma part, d'accord. C'est toi le professionnel, donc on écoute tes conseils. Mais je pense au transport, effectivement, mais tu as certains cas maintenant où tu peux mettre ça tiendrait parfaitement dans un. Ça, c'est très bien. Sachant que tu peux aussi rouler sans ça et avoir juste des chambres à air TPU et des rustines, ce qui t'oblige à démonter. Ouais. Donc il y a un gain de temps à injecter le produit. Tu sais qu'on s'est vu un peu plus tôt dans l'année, je crois le 24 mai. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, parce que je crois que tu discutais quand j'ai fait cette démonstration, mais j'ai pris une chambre à air comme ça, donc hors pneu, je l'ai gonflée, je l'ai crevée avec un poinçon, et ensuite j'ai introduit du liquide dedans, et je l'ai regonflée. Et tout le monde a pu constater que... Elle tenait. Donc cette chambre à air, elle est toujours accrochée dehors chez moi. Donc vous pouvez retrouver JP sur le marché de Saint-Symphorien-d'Ozo et puis ensuite il fera le marché. C'est le miracle, tu sais. Et la foire de... Non, ce qui était très rigolo, c'est que du coup, comme c'est transparent, elle est exposée aux UV. Bien sûr. Donc le produit a séché. Donc la chambre à air a toujours gonflé.
Il y a un point dur du produit qui a séché parce qu'il est retombé en bas de cette chambre à air. Mais ça fait partie des trucs que je fais aussi pour essayer de tester si tu veux. C'est bien, et en fait, ça fonctionne étonnamment bien. C'est une belle découverte. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un système qui Idéal. convient à beaucoup de gens dans leur pratique. Une recherche de performance et de confort, ça va toujours avec, hein, bien sûr. Je le répète peut-être pas assez. Confort égale performance. Ça a marqué beaucoup de gens, ça. Il y en a plein qui me le disent quand on se croise. Mais du coup, ça, c'est un super système. Les puristes des puristes, restez sur le latex, mais vous aurez besoin de regonfler. Et puis, moi, sincèrement, le tubeless, pratique. Alors, c'est pas tant une pratique plus tout-terrain, mais c'est une pratique avec des pneus larges et une basse pression et une maîtrise du processus technique. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre et de maintenir en état un montage tubeless que d'utiliser de la chambre à air, y compris si on met du liquide dans sa chambre à air. Parfait. Voilà. Écoute, merci pour tous ces conseils. Moi, perso, alors j'avais déjà entendu parler du TPU, tu m'en avais parlé, je ne l'ai jamais testé, mais après la démonstration que tu viens de faire, mon prochain entretien, je pense que je vais tester. Ouais, je vais opter pour ça. J'ai un client qui a fait une course, une TPR, donc avec des parties gravel, etc., en pneu à crampons de 44, chambre à air TPU avec du liquide dedans. Zéro souci. Bon. Un grand merci JP. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires, nous envoyer des messages pour nous dire, donner votre avis, mais aussi nous dire ce que vous avez testé, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, les mauvaises expériences aussi, ça peut être toujours des belles anecdotes pour nous. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que l'on aborde. C'est toujours pour nous un axe de réflexion. Un grand merci JP. Merci à toi et merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, un nouvel épisode du podcast Tous en CL. Merci.